Et alors que l'Iran filtre toujours les navires dans le détroit d'Ormuz et qu'armateurs et pétroliers sont prêts à débourser les 2 millions de dollars requis pour s'offrir un passage, Donald Trump masse toujours plus de navires de l'US Navy dans le golfe d'Oman. Son but, débloquer le détroit par la force et empêcher que l'Iran ne revendique la souveraineté sur cette portion de mer. Si la convention de Montego Bay affirmait que mers et océans étaient des biens communs de l'humanité, force est de constater que les États étendent de plus en plus leur souveraineté sur les mers. Alors le péage pensé par l'Iran est-il légal ou illégal ? Comment ce péage sur le détroit d'Ormuz vient-il réactiver la question à l'origine du droit maritime, à savoir les États peuvent-ils posséder des mers et des océans ? Un invité ce soir pour nous guider, Guillaume Calafa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'auteur de cet ouvrage intitulé Une mer jalousée qui est apparu aux éditions du Seuil et que l'on peut retrouver en poche à partir du 15 mai. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Toutes les parties au conflit doivent respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international. Nous devons nous rappeler que quelques 20 000 marins se retrouvent pris dans ce conflit, bloqués sur des bateaux avec des difficultés augmentant chaque jour. Les eaux internationales, c'est un bien commun de l'humanité. Et la liberté de navigation dans les eaux internationales, elle est imprescriptible. Personne ne peut la contester ou la bloquer. Vous savez, c'est la première fois que nous faisons face à cette situation, mais il est clair que la réouverture du détroit d'Ormuz, même si nous devons payer à qui que ce soit, est fondamentale pour la liberté du marché, du commerce mondial. Alors Guillaume Calafa, à propos de ce blocage par l'Iran, pour commencer, du détroit d'Ormuz, est-il légal ou illégal ? Et est-ce que c'est une bonne façon, au fond, de poser la question même ? Alors, c'est vrai que du point de vue des conventions internationales, ce blocage est illégal parce que les détroits les détroits internationaux en particulier, permettent le libre passage en transit et également le passage inoffensif. Donc là, dans les différents commentaires qu'on a entendus, effectivement, ça s'appuie sur des règles internationales qui ont été édictées. La question est effectivement ensuite de voir justement jusqu'où les États bordiers de ces détroits, de ces zones contiguës peuvent agir pour changer les règles. On a une situation par ailleurs où l'Iran en réalité filtre qui peut passer ou non au sein de ce détroit. Les alliés officiels le peuvent, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Irak, le Pakistan. Est-ce que ce type de discrimination, car c'en est une objective, est-ce que ce type de discrimination est inédit ? Alors, inédit, historiquement, non. Ça dépend où vous placez en fait le curseur C'est à l'historien que je parle, alors c'est à vous de ce caractère inédit. de le placer. Effectivement, depuis 1945, depuis 1982 et Montego Bay, et 1994, son entrée en vigueur, en réalité, là, oui, c'est inédit. En tout cas, dans ces proportions. En revanche, pour le spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle que je suis, ou même les historiennes et les historiens du XIXe pourraient dire la même chose, que des puissances tentent de faire payer le passage par des péages, par des redevances à des puissances étrangères, qu'ils cherchent aussi à filtrer le passage des détroits, ça, ce n'est pas du tout inédit, c'est même quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'histoire de la navigation. Un exemple, dans le détroit d'Ormuz, les Portugais, c'est vous qui me l'avez appris, ont filtré un temps justement qui pouvait ou non passer au sein de cet espace. Oui, on a tendance à oublier, enfin pas associer forcément Ormuz au Portugal aujourd'hui. Or, effectivement, c'était une pièce absolument centrale du dispositif de l'Empire portugais d'Asie. Les Portugais prennent l'île d'Ormuz en 1515, à l'époque où François Ier est à Marignan. Marignan, c'est le réflexe, mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a Ormuz, il y a l'arrivée des Portugais à Ormuz, qu'on trouve aussi à Malacca, un autre détroit très important, où ils prennent pied. Ils installent des forteresses et contrôlent la navigation dans ces points absolument stratégiques
stratégique de la navigation dans l'océan Indien qui était absolument centrale pour le commerce mondial et en particulier le commerce sur lequel ils avaient une sorte de souveraineté. Et effectivement, Hormuz, quand on travaille sur l'époque moderne, on l'associe précisément à cette présence portugaise au XVIe siècle qui va être ensuite contestée par les Britanniques, par les Néerlandais et par la Perse safavide, les Iraniens, si l'on veut, qui en 1622 reprennent ce point central du dispositif de l'Empire portugais maritime. Donc Hormuz a été un point important pour les douanes, pour filtrer aussi des navires qui y passaient. Et dans le régime portugais de domination des mers, c'était un point absolument crucial. Je reviens un instant à l'actualité, Guillaume Calafa. Ce que l'on mesure par ailleurs avec le conflit qui a cours aujourd'hui, c'est à quel point, et cela en dépit du fait que, on y reviendra, les océans, les mers n'appartiennent officiellement à aucun État, malgré cela, l'accès aux mers donne et confère aux États un pouvoir inégalé. Oui, en effet, ça c'est un point très très important, à la fois pour leur économie, pour leur commerce, évidemment, mais aussi pour leurs revendications de souveraineté, c'est-à-dire la capacité à naviguer, à défendre aussi une juridiction maritime, y compris très loin des côtes des États, est un point central de leur puissance. Vous écrivez, c'est vous que je cite, hein, Guillaume Calafa, avoir une souveraineté sur les mers est un signe de puissance. La mer est un indicateur de puissance politique et diplomatique, mais aussi de prestige. Alors pourquoi de prestige aussi ? Alors là aussi, c'est un point très important dans l'histoire de la souveraineté et du concept même de souveraineté, la question de la domination des mers. Et par domination, on peut entendre d'abord un pouvoir de juridiction, un pouvoir de justice, un pouvoir de dire le droit, mais aussi une revendication de souveraineté, c'est-à-dire potentiellement une appropriation de ces espaces maritimes. Et en fait, dans les hiérarchies des puissances européennes du XVIIe et du XVIIIe siècle, une façon d'indiquer la puissance. Plus vous avez la capacité de dire le droit sur les mers, plus vous êtes haut dans la hiérarchie des souverainetés. Il n'y a pas une égale souveraineté des États, c'est un principe qui est bien plus tardif, qui va mettre du temps à s'imposer. Et donc, pour marquer ces hiérarchies, pour sélectionner et d'une certaine façon classer les puissances, l'exercice de la juridiction et la souveraineté sur les mers est un des meilleurs tests. Dire le droit sur les mers, on va tenter de comprendre de quoi il s'agit. On va s'intéresser à un texte en particulier, celui de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à Montego Bay, une archive de 1982 pour commencer. C'est aujourd'hui que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est signée par 110 pays. Cela se passe à Montego Bay, en Jamaïque. La France signe, les États-Unis ne signent pas, l'URSS signe, la Grande-Bretagne ne signe pas. Ce qui gêne les États-Unis, c'est la partie du traité concernant les fonds marins. Pour Washington, elle est contraire au principe de la libre entreprise et de l'économie de marché. L'URSS accuse les États-Unis de torpiller le traité, de saboter la conférence. Et dans une dépêche de l'agence TASS, Washington est soupçonné de vouloir transformer les eaux internationales en patrimoine américain. Il faut dire que ce traité sur le droit de la mer va complètement modifier la situation que l'on connaît. Une autorité internationale des fonds marins sera mise en place. Elle garantira un nouvel ordre juridique. La Chine, qui signe, prouve que ce traité favorise encore trop les pays industriels. Ce qui est sûr, c'est que la mer est en train de devenir l'un des principaux enjeux de demain. C'est ce qui explique sans doute la vigueur du débat instauré dans ce domaine. C'était en 1982, donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée dans la ville jamaïcaine de Montego Bay, un texte qui entre en vigueur en 1994. Guillaume Calafa, que dit ce texte en substance ? Alors, ce texte prévoit plusieurs choses et il est d'une certaine façon assez ambivalent. Là, l'archive que vous avez montré le dit de façon assez nette. À la fois, il prévoit une mer territoriale de 12 000 pour les États bordiers qui peuvent donc avoir une pleine souveraineté. 12 000 marins, pour qu'on mesure les choses, c'est à peu près 22 km. C'est ça. Une zone contiguë qui la prolonge de 12 000 marins encore, donc qui étend en fait pour des pouvoirs de police, des pouvoirs sanitaires, la puissance des États sur les mers. Ensuite, une zone économique exclusive là qui est beaucoup plus importante d'à peu près 200 000 marins, donc presque 370 km, et quelques amendements qui permettent également de pousser cette zone économique exclusive en fonction du plateau continental. Donc il y a à la fois ce grignotage par les États de la mer, et ensuite un principe qui est celui d'une mer
libre, d'une mer commune et d'une zone également, là les fonds marins, qui serait patrimoine commun de l'humanité. Et donc il y a deux versants à cette convention, à la fois un versant internationaliste, même on pourrait dire communiste, c'est-à-dire il y a un principe de mise en commun de la mer. De mise en commun de la mer, le fait que la mer ne peut être appropriée par personne, et de l'autre, un versant souverainiste très fort, étatiste, qui en fait peu à peu morcelle l'espace maritime en série de juridictions et bien sûr par juridiction aussi des revendications souveraines sur les mers. Et là, à peu près 40% aujourd'hui des mers du globe, mers et océans, sont en fait sous la juridiction des États. Et ces deux volets, à la fois internationaliste et souverainiste, marquent en fait des tensions politiques inhérentes au droit de la mer, des conceptions aussi différentes, qui sont des conceptions à la fois philosophiques, juridiques, historiques, sur ce qu'est l'élément liquide. Si je vous suis bien, donc Guillaume Calafa, si je comprends bien ce que vous venez de nous expliquer, cela signifie que du littoral et jusqu'à un point qui irait à 22 km, ici, les États sont souverains sur cette partie de la mer. Ensuite, il y a en gros une zone grise. Ensuite, il y a ces zones économiques. Et après cela, la mer appartient à tout le monde. C'est bien cela ? Voilà, alors théoriquement oui. Évidemment, les États vont avoir une conception relativement extensive de ce qu'on entend par juridiction et zone économique exclusive pour revendiquer davantage de pouvoir sur la justice en mer et la manière d'y dire le droit, voire d'en extraire des ressources. Ce qui est aussi un autre élément clé de la Convention. Donc oui, c'est exactement ça. Il y a cette oscillation qui est absolument centrale, qui explique aussi que cette Convention a mis du temps à être négociée. Il a fallu plus d'une dizaine d'années pour arriver à 1982, pour la ratification en 1994, mais dès 1994 et l'entrée en vigueur, elle est en partie vidée de sa substance, et c'est plutôt le versant souverainiste qui a gagné, sous la pression notamment des milieux conservateurs états-uniens, même si les États-Unis ne l'ont pas ratifié, même si la Turquie ne l'a pas ratifié, même si l'Iran ne l'a pas ratifié, même si les Émirats arabes unis également ne sont pas partie de la Convention. Donc en fait, on voit, pour en revenir au détroit d'Ormuz, que ces conventions aussi internationales, même si elles ont force de droit, sont toujours débattues dans leurs principes, dans leur fondement et dans leur application réelle. Est-ce que les États ont toujours eu une position extensive vis-à-vis notamment de cette conception libre de l'accès aux mers ? On parle parfois d'un âge d'or justement de l'accès aux mers, de la liberté de navigation, ce serait les années 90, 2000. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, la croisière s'amusait à ce point-là ? Alors, je n'irais pas jusqu'à parler d'âge d'or. En revanche, le fait que le principe de la liberté des mers s'était relativement imposé, ça c'est quelque chose que les historiens, les juristes défendent volontiers. Mais généralement, ce principe de liberté, quand il a fonctionné, quand il a été, mis en application, l'a été sous la police d'un empire plus puissant que les autres. C'est-à-dire qu'il fallait un gendarme pour garantir la liberté des Les États-Unis, on le comprend. Les États-Unis, comme au XIXe siècle, la Grande-Bretagne a pu faire triompher ce principe de la liberté des mers en imposant en fait des règles de libre navigation. Mais donc là, il y a quelque chose d'ambivalent qu'on sent bien entre la possibilité d'organiser une liberté des mers au profit d'empires commerciaux internationaux et bien sûr les revendications des petits États qui, en fonction de leur situation géographique, géostratégique, vont revendiquer au contraire des formes de souveraineté. Donc, Guillaume Calafa, est-ce qu'une partie de la situation chaotique dans les mers et les océans que l'on connaît, que l'on identifie aujourd'hui, vient notamment du fait que les États-Unis ne sont plus capables, autant qu'autrefois, de faire respecter justement ce droit et cette convention ? Sans aucun doute. Là, il y a vraiment un point important, mais qui vient aussi de l'ambivalence même des États-Unis, qui, en même temps qu'ils faisaient respecter, ou en tout cas étaient censés faire respecter cette liberté des mers, lisaient à leur profit uniquement la question de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en vidaient en partie la substance justement internationaliste, jusqu'à autoriser et ça c'est tout à fait inédit aussi, c'est assez récent, et Trump
en est en partie responsable, mais avec l'aide de compagnies privées, autoriser des extractions dans des eaux internationales, autoriser justement des opérations de captation des ressources dans ce qui était censé être un bien commun de l'humanité. C'est la question que je souhaitais par ailleurs vous poser. Est-ce que, en parallèle de la captation de ces espaces par les États, on observe également une captation de ces espaces, les mers et les océans, par des parties prenantes de nature privée? Est-ce qu'on a une privatisation des mers et des océans? Alors, il y a des compagnies qui poussent effectivement les États à les autoriser à forer, à explorer, etc. C'est le cas de The Metal Company, par exemple, qui, aidé par les États-Unis à Nauru, dans cette petite île souveraine, mais qui autorise justement des formes d'extraction. Ça, la juriste Nikki Aloupi l'a très bien montré. Crée des précédents tout à fait inédits et des brèches dans la Convention des Nations Unies. Je voudrais par ailleurs que l'on revienne sur une controverse, une grande controverse fondatrice justement pour tenter de comprendre le rapport des États à la mer, aux océans, une controverse qui a opposé Grotius et Zelden. Alors commençons par Grotius, lui qui défendait l'idée d'une mer libre. Expliquez-nous quelle était sa conception et peut-être le contexte dans lequel il tisse cette pensée-là. Alors, c'est un point effectivement très important parce que Grotius est cité dans la Convention des Nations Unies de 1982 comme une espèce de père fondateur du droit de la mer et un défenseur du principe de mer libre. On en revient aux Portugais. Les Portugais dominent l'océan Indien, mais une nouvelle puissance, les Pays-Bas, qu'on appelait les Provinces-Unies à l'époque, essaie de pénétrer cet espace commercial. Pour cela, il lance plusieurs expéditions et en 1602-1603 capture un certain nombre de navires portugais dans le détroit de Malacca, où on retrouve les détroits aussi comme lieu de capture, comme lieu absolument stratégique. Parenthèse, Grotius, diplomate néerlandais. Alors, c'est un avocat, un jeune avocat brillant, qui en fait se voit chargé par une jeune compagnie qui va avoir un rôle commercial, économique et politique central, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il se voit chargé par cette compagnie de faire un traité pour justifier le droit de capture. Le droit de capture des Néerlandais dans l'océan Indien et le droit de capture de navires portugais. Pour cela, il va faire une grande dissertation extrêmement brillante, en 12 chapitres très denses, dont il va extraire en 1609 un petit traité qui s'appelle la mer libre, Mare Liberum, qui paraît anonymement à cette époque, et qui défend le principe de la communauté des mers, de la mer libre. Et qui dit mer libre dit aussi possibilité d'aller capturer des navires ennemis très loin et dans des eaux territoriales de ces dits ennemis. Donc c'est pas l'idée fondamentalement de la liberté qui l'anime, c'est une dimension un peu plus utilitaire, si je comprends bien. Absolument, c'est vraiment un travail assez brillant. C'est un lecteur du droit romain tout à fait sophistiqué, très intelligent, mais qui est mu aussi par des intérêts impériaux néerlandais qu'il va défendre et dont il va être l'avocat zélé. Grotius peut tout à fait défendre l'idée de la mer libre en 1609 et 4 ans plus tard, avec les Britanniques, enfin les Anglais, défendre le principe absolument inverse de la mer fermée lors d'une conférence anglo-néerlandaise. Mais il va défendre ce principe et ça va déclencher, si vous voulez, une grande controverse sur la nature des mers et des océans. Est-ce que la mer est véritablement commune? Est-ce qu'elle appartient à tous? Quel est son statut? Quel est son statut à la fois élémentaire, physique? Est-ce que c'est possible physiquement de s'approprier les mers? Une question presque technologique et matérielle. Et est-ce que également c'est philosophiquement et juridiquement possible? Cette controverse va donner lieu à une véritable bataille de livres, bataille de pamphlets, d'écritures, etc. Alors justement, parlons du point de vue d'en face, car on aime bien les contradictions ici, celle de Zelden en particulier, qui défend lui une conception de la mer, des océans fermés. Qu'est-ce qui sous-tend là aussi philosophiquement à sa démarche, à sa prise de position? Alors John Zelden est aussi un grand avocat, extrêmement brillant, un très grand érudit anglais, qui répond d'abord de façon manuscrite à Grotius en 1618, donc 9 ans plus tard, pour défendre les intérêts anglais de la mer fermée et de la souveraineté du domaine maritime anglais sur les mers. La Manche notamment, le détroit du Pas-de-Calais, où l'on retrouve encore un autre détroit, mais aussi la mer du Nord contre les Néerlandais et la possibilité pour les Anglais de revendiquer une souveraineté sur les mers. Et on sait à quel point c'est central dans l'histoire de l'Angleterre et plus tard de la Grande-Bretagne. Il va donc s'appuyer à la fois sur des traités, sur l'histoire, et constater en fait que contrairement au principe philosophique d'une communauté des mers, l'histoire humaine montre au contraire que,
par exemple dans le détroit du Bosphore, par exemple dans le détroit du Zund, un autre détroit important contrôlé par les Danois, en Baltique, eh bien, il y a la possibilité pour les États de contrôler les trafics, de contrôler des portions de mer, et il pose la question, en fait, est-ce qu'une puissance navale qui serait capable de dire le droit sur les océans n'a pas le droit de se l'approprier ? Il pose la question comme cela, une sorte de puissance effective sur les mers. Et il va défendre ce principe de la mer fermée. Il répond à Grotius très directement. Grotius mare liberum, Zelden mare clausum, la mer fermée. Et le livre de Zelden sort en 1635, beaucoup plus gros. Alors c'était un petit tract, si vous voulez, Grotius. Zelden, c'est 2 volumes bien épais qui s'appuient sur l'histoire et les précédents. Il va citer énormément de sources pour défendre ce principe, en effet, qu'une puissance, si elle en a les moyens, peut dire le droit sur les mers et se l'approprier. C'est une vision à la fois historique et réaliste, on dirait, de la question du droit des mers. Donc, à partir de là, il y a des partisans des 2 camps qui vont s'affronter. Évidemment, c'est lié bien souvent à la politique des États. L'Angleterre et les Provinces-Unies, les Pays-Bas s'affrontent d'ailleurs sur les océans à cette époque. La question, effectivement, du rôle de la propriété historique sur les mers et devient une question, c'est-à-dire, par exemple, Venise qui domine son golfe et qui domine une grande partie de l'Adriatique, a-t-elle des droits historiques sur la mer Adriatique, ou est-ce qu'une nouvelle puissance qui entrerait dans cette zone pourrait le contester, par exemple les Turcs ottomans. Donc des questions comme cela se posent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a ce principe qu'en droit on appelle, c'est un mot un peu barbare, mais qu'on appelle l'usucapion, c'est-à-dire la possibilité pour un État de s'approprier des biens par occupation de longue durée. Parce que vous occupez un espace longtemps, vous pouvez en revendiquer la propriété. On vient de présenter, grâce à vous, vous avez présenté les positions caricaturales de ce rapport à la mer fermée versus mer ouverte, Guillaume Calafat. Vous écrivez: il en ressort cependant un nuancier de position, moins tranché qu'il n'y paraît de prime abord, et un principe commun selon lequel la souveraineté des mers se mesure à l'effectivité du pouvoir, l'imperium, qu'un État est susceptible d'y exercer. Autrement dit, qui a les moyens navals et techniques de s'approprier un espace liquide, c'est-à-dire d'y dire le droit, de le faire appliquer et d'exclure d'éventuels rivaux, pourrait en revendiquer la possession. Fin de citation. Au fait, c'est bien plus compliqué que ces 2 positions que vous venez d'élaborer. Je les ai un peu caricaturées. C'est normal. Je les ai un peu caricaturées. Et en fait, Grotius lui-même, qui lit Zelden, Zelden est écrit en 1618, et en fait, il lit la version manuscrite, etc. Et il va composer sans doute un des plus grands chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle le droit des gens, cette forme ancienne du droit international, en 1625, dont on a fêté quasiment les 400 ans de ce livre, qui s'appelle Du droit de la paix et de la guerre. Et dans ce texte, en fait, il va nuancer sa position sur la mer libre, tenir compte des remarques de Zelden et dire, oui, il y a des endroits où, en fait, historiquement et même matériellement et même technologiquement, on peut dire le droit sur les mers. Ce sont les détroits, les baies, les golfs, et les puissances bordières ont, lorsqu'elles en ont la puissance effective, la possibilité d'y dire le droit. Et c'est une nuance très très importante, parce qu'en fait, elle pose une question fondamentale. Si, avec des moyens technologiques limités, vous pouvez dire le droit sur un espace maritime, qu'est-ce que cela donne si vous avez la puissance navale pour le faire ? Et donc, une fois que cette question est posée, le ver est dans le fruit d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une puissance qui aurait la force pour dire le droit sur l'ensemble des océans, si elle peut montrer qu'elle a le pouvoir de revendiquer la souveraineté des mers, techniquement, en fait, elle pose la question très très concrète de la domination. C'est une question fondamentale, Guillaume Calafat, que je reformule d'ailleurs avec mes termes. La question induite que vous posez, c'est: qu'est-ce que posséder une mer et comment on la possède ? Est-ce qu'on la possède par son territoire ou est-ce qu'on la possède par sa flotte ? Alors comment on répond là aussi à cette question ? Alors c'est intéressant parce que et Grotius et Zelden et tous les juristes postérieurs, Binkershoek, Vattel, Pufendorf, les grands juristes du droit des gens qui sont considérés comme les espèces de penseurs du droit international du point de vue doctrinal, même si ça se débat, eh bien défendent effectivement l'idée qu'il y a 2 manières de dire le droit sur les mers. Et il y a par le territoire, c'est l'imperium par le territoire, le pouvoir, l'empire par le territoire, c'est-à-dire vous avez des canons, vous avez des missiles que vous pouvez projeter depuis le territoire pour revendiquer
une portion de mer. C'est pour ça que la portée du canon va longtemps être un moyen de tracer la mer territoriale. Donc, ce que vous êtes capable de projeter depuis la Terre. Plus j'ai des canons qui peuvent aller loin, et ça. plus je suis souverain loin dans les mers, c'est ça ? C'est ça, exactement, mais surtout dans des points stratégiques. Donc, si vous avez des canons sur des îles, dans des détroits, alors là, vraiment, vous pouvez tout contrôler. Ça, c'est le premier point. Et sinon, l'autre moyen de contrôler les mers, c'est évidemment par ce que Grotius appelle la force des personnes, c'est-à-dire la force des flottes, les forces navales. Et là, effectivement, vous n'êtes pas tenu par le territoire, vous êtes tenu par ces petits pays flottants que sont les navires, qui peuvent aussi, avec leurs bombardes, avec leurs missiles, contrôler des espaces maritimes, et on le voit encore à Hormuz aujourd'hui. Qu'est-ce que cette grille de lecture, ce questionnement flotte versus territoire nous enseigne sur l'actualité, sur ce que l'on observe présentement à Hormuz ? On a deux formes de souveraineté des mers en fait qui s'affrontent, mais deux formes de souveraineté. Vraiment, là, on a deux revendications iraniennes. C'est la force du territoire, si vous voulez, c'est-à-dire proximité avec les côtes, etc. On oublie un peu Oman, on oublie un peu les Émirats. Il y a d'autres acteurs, évidemment. Alors aujourd'hui, les missiles traversent les océans, mais c'est voilà, une autre forme ça aussi, c'est évidemment. Et au XVIIe siècle, je pense qu'ils n'avaient pas encore tout à fait envisagé ça. Mais en tout cas, c'est cette force du territoire. Et en fait, avec les bases américaines et la capacité de la flotte américaine à se déployer dans ces régions, et si j'exclus encore les sous-marins, c'est une autre question, mais effectivement, la capacité de dire le droit et dire la souveraineté sur les mers par les personnes. Merci beaucoup, un grand merci Guillaume Calafat de nous avoir emmenés si loin. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de cet ouvrage, je le rappelle, Une mer jalousée, qui a paru aux éditions du Seuil et que l'on peut retrouver en poche prochainement à partir du 15 mai plus exactement. Et un immense merci également à celles et ceux qui ont préparé, pensé, imaginé cette émission à mes côtés. 3 noms, Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken. J'en rajoute un, il est là chaque soir, Léa Racine, qui réalise et met en ondes cette émission.